Le titre que j'ai proposé, quand la médecine ne doit plus s'occuper des questions de santé, n'est même pas une provocation en fait. On n'imagine pas à quel point, on le sait, hein, mais on oublie à quel point les mots qu'on utilise au quotidien à propos de la médecine, de la maladie, du malade, de la santé, etc., on a déjà commencé un peu à en discuter tout à l'heure, comme il y a une espèce de flou autour de tout ça. Alors dans la vie de tous les jours, on dit « Ah, il est en bonne santé ». Il est en bonne santé, il a les joues rouges, il est plein d'énergie, il a un regard souriant, il a une bonne santé. Ah, il n'est pas en bonne santé. Il n'est pas en bonne santé, c'est pas exactement le contraire d'être en bonne santé. Hein. Il n'est pas en bonne santé, souvent il a des problèmes de santé. C'est-à-dire souvent, en fait, il est un peu malade. Et donc, on voit qu'il y a une espèce d'étiolage. Et d'ailleurs, curieusement, en fonction des langues, en fait, les mots qu'on utilise pour décrire ça changent. Donc, on a vu tout à l'heure, nous, on a maladie, maladie qui, d'ailleurs, qui est effectivement, historiquement, un syndrome avec une étiologie, encore que hein, la plupart des maladies, les étiologies sont très frustes, et qui a un pouvoir pronostic thérapeutique. Donc ça c'est la définition, on a vu tout à l'heure, une définition historique de la maladie qui continue à être le cas, sauf que c'est vrai que la notion d'étiologie, on la met en évidence, hein, on pense toujours que les maladies, on connaît leur cause, et que tout à l'heure on disait dans le DSM ce sont des disorders, des troubles, mais en fait les étiologies des maladies mentales, c'est à peu près le même niveau que les étiologies de la plupart des autres maladies, par exemple des leucémies. Hein. Quelle est la cause de la leucémie aiguë lymphoblastique? On n'en sait pas grand-chose, on en sait autant que la cause de la dépression. Mais malgré tout, comme ce sont des maladies mentales, alors on a du mal à dire que c'est des maladies pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure. Donc le mot maladie, en anglais, il y a effectivement disease, sickness, illness, vu par le médecin, ressenti par le patient, ou alors perçu par la société. Nous, on n'a pas cette palette. Mais alors, de la même façon, la notion de malade, en fait, qui pour nous est centrale dans la pratique médicale, hein, le malade, eh bien, le mot n'existe pas en anglais. Il y a patient, mais patient, c'est pas la même chose que malade. Patient, c'est celui qui est au contact du système de soins. On peut être malade sans être un patient, et réciproquement. Et alors ils disent « sick person », mais ce n'est pas exactement la même chose que d'être malade. Donc un problème sémantique, et puis un problème théorique, presque même épistémologique, qui fait que, effectivement, ces notions de malade, de maladie ont été construites et que la construction a évolué au cours du temps. Et que du coup, notre société s'est organisée autour, et comme c'est pas dit, eh bien, on parle de choses qui ne sont pas... on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, revenons un peu en arrière. Avant le milieu du XXe siècle, en fait, les choses étaient assez simples. Il y avait les maladies comme on les a définies, et comme on les définit toujours. Le malade, en fait, plus ou moins, c'était quelqu'un qui avait une maladie. C'est-à-dire le malade dysfonctionné à l'intérieur de lui-même, avec quand même le grand paradigme des maladies infectieuses, puisque pendant très longtemps, les maladies qui tuaient des gens, en particulier les enfants, étaient des maladies infectieuses. Et puis la santé, eh ben, c'était la définition de riche, la vie dans le silence des organes. C'est-à-dire que eh ben, quand tout va à peu près pas mal, alors on dit qu'on est en bonne santé. Quand on ne sent pas son corps, on est en bonne santé. Et puis, en fait, autour de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une rupture majeure qui n'est pas tellement expliquée dans la littérature. Et alors, au décours de la guerre, c'est l'OMS qui décide d'une nouvelle définition de la santé que vous connaissez tous, un état complet de bien-être social, psychique et physique, qui est complètement fou. Il y a un collègue bordelais qui faisait remarquer un jour que ça n'existait qu'après un shoot d'héroïne ou un orgasme. Mais en tout cas, ça n'a absolument rien à voir avec la santé telle que vue par le riche. Et puis Canguilhem, donc le philosophe et médecin français, qui en 1943, donc quasiment au même moment, définit ce qu'est un malade. Ça n'est pas quelqu'un qui a une maladie. Le malade, c'est celui qui souffre. C'est une plainte, c'est une souffrance qui est telle que je ressens le besoin de sonner à la porte d'un professionnel, d'un médecin. C'est la plainte en lien avec la souffrance qui crée le malade. Et là, on voit vraiment qu'il y a un changement. Alors, ce double changement est dû à quoi? Il est dû
possiblement au fait que, à cette période, le sujet rentre dans la médecine. Avant cette période, ben, en fait, le malade était quelqu'un qui avait une maladie et qui allait être traité par un professionnel autoritaire, qui est toujours d'ailleurs, on y reviendra, un professionnel autoritaire qui va s'occuper de la maladie et qui va soigner le malade qui a la maladie. À partir de cette date-là, le sujet rentre dans le champ de la médecine. Donc par Canguilhem, c'est le sujet de la relation médecin-malade, c'est le sujet en souffrance. Et je pense que ça structure toujours notre pratique médicale. Mais il n'y a pas que la vision des médecins sur le malade, il y a aussi une vision sociétale, et c'est celle de l'OMS, avec, alors là, un nouveau paradigme qui vient peut-être, d'après certains auteurs, du fait des camps de concentration, etc., des choses terribles qui se sont arrivées, que les hommes ont droit au bonheur. Et que la maladie empêche cet accès au bonheur. Et donc, on va lutter contre les maladies, bien sûr, pour que les gens souffrent moins, mais avant tout, pour avoir droit au bonheur, pour accéder au bonheur, et pour la réalisation de soi. Et bonheur, réalisation de soi, sont deux éléments essentiels dans le discours de l'OMS, et de là, cette histoire de bien-être total, physique, psychique et social. Alors bien sûr, en parallèle, eh ben, si l'objectif du soin finalement c'est l'accès au bonheur, eh bien il va falloir s'émanciper du monde médical. Parce que les médecins certes s'occupent des maladies, mais si l'objectif ultime c'est le bonheur, alors les médecins n'ont pas à voir avec cette histoire. Et clairement, dans la définition de la santé de l'OMS, il y a une émancipation par rapport au monde médical, et qui a été dite à demi-mot. À demi-mot. On voit des sociologues qui le pointent, mais l'OMS, bien sûr, ne l'a jamais reconnu. Et on voit d'ailleurs, dans la définition du handicap qui arrive après la définition de la santé, il y a encore une nouvelle couche de démédicalisation de la pensée du soin. Alors du coup, et je conclurai là-dessus, du coup, le problème, c'est que tout ça est implicite et n'est pas explicite. Et du coup, on a un ministre de la Santé. Et donc, en principe, ça devrait être un ministre du Bonheur et du Bien-être. Alors que, bien entendu, ce n'est pas du tout le cas. La ministre de la Santé s'occupe des hôpitaux, des médecins, de la sécurité sociale, etc. Donc, de quoi parle-t-on? L'INSERM, en principe, c'est l'Institut national pour la santé et la recherche médicale. L'INSERM ne fait absolument pas de recherche sur le bonheur. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et puis, alors... Donc ça, on pourrait dire que c'est des détails, c'est un petit quiproquo, mais c'est pour pas toujours voir la vie en noir. On préfère parler de santé que de malades et de maladies et puis d'entact. Mais oui, mais en fait, ça a un impact dans notre façon de gérer le soin. C'est qu'on va dire, par exemple, le vin, c'est mauvais pour la santé. Alors, il y a des hépatologues dans la salle. Le vin est mauvais pour la santé. Est-ce que le vin est mauvais pour le bonheur? Non, mais c'est pas une blague. C'est-à-dire que le vin fait partie du bien-être des hommes et des femmes en France. Et c'est pas banal de le dire. Mais le vin, naturellement, en consommation modérée à excessive, est un facteur de risque de maladies plus ou moins graves. Et là, on voit bien qu'il y a une tension entre la question du bien-être et la question de la médecine, et nous sommes du coup en porte-à-faux. Nous sommes en porte-à-faux parce que, comme on se sent investi du champ de la santé, puisque nous sommes médecins, alors on va dire le vin est mauvais pour la santé, et du coup on ne nous écoute pas. Parce que les gens voient bien que le vin, on en boit et qu'on se sent bien après. Et donc, pourquoi les médecins nous disent-ils toutes ces choses pour nous empêcher d'être heureux dans notre vie, hein? Donc, alors, c'est d'autant plus problématique qu'on ne réalise pas à quel point nous, médecins, avons une position d'autorité. Hein. Même au XXIe siècle, où on dit que le pouvoir médical s'est affaibli, etc. C'est vrai, hein, c'est vrai, bien sûr. Mais le médecin a toujours une position d'autorité. Et en fait, c'est indispensable dans la pratique médicale parce que dans la maladie, en particulier dans la maladie grave, quand on est malade, on a des mécanismes de défense extrêmement brutaux, dont le déni, qui fait que le soin est compliqué.
Et donc à un moment donné, et je suis sûr que ça vous est arrivé, le médecin va dire, écoutez monsieur, là ça suffit, ou madame, ça suffit, vous savez, il faut faire quelque chose, nous allons agir, et on prend en charge et on aide le patient à sortir de son déni dans son intérêt. Alors je sais bien que ça va contre une pensée d'empowerment, etc. Mais j'ai vu récemment qu'il y a des éthiciens qui mettent en tension la notion d'empowerment avec une éthique de l'empowerment, une éthique de l'insouciance. Enfin bref, tout ça est compliqué, mais la réalité du soin, c'est que par moments, nous avons des positions d'autorité. Or, il est impensable que les médecins aient des positions d'autorité par rapport au bonheur de leurs concitoyens. Ça n'a aucun sens. Et donc c'est pour ça que je milite effectivement pour que la médecine ne s'occupe pas des problèmes de santé. Il faut appeler un chat un chat. Nous nous occupons de la souffrance qui fait que certains humains ont besoin de nous, parfois parce qu'ils ont des maladies connues, parfois les maladies ne sont pas connues, mais quand bien même nous avons à nous occuper d'eux. Et le bonheur, c'est autre chose. C'est pour les politiques, c'est pour la société, c'est pour discuter ensemble. Et je vous souhaite un bon dimanche. Merci pour votre attention.